Aujourd'hui, Vue sur Terre vous emmène en Tanzanie. C'est Javed, le photographe, qui vous fait découvrir son île de Zanzibar. Dans cet archipel tanzanien qui mélange les couleurs de l'Afrique et de l'Orient, les musiques et les parfums d'épices se confondent avec la mer. La Tanzanie, c'est aussi le grand livre de la jungle. Avec le guide Pascal, vous allez revisiter une nature qui ressemble ici aux premiers âges de l'humanité. Le Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique, c'est le territoire des Wachaga qui peuplent cette contrée. Simon, le marathonien, est le vainqueur du record de montée et descente du Kilimandjaro. Cette montagne, c'est sa raison de vivre. Aujourd'hui, tout le monde profite de cette montagne, et pas seulement le peuple Wachaga. C'est un véritable trésor pour notre pays. C'est par l'océan Indien que nous abordons la côte orientale de l'Afrique. Zanzibar, un nom mythique. Un archipel de près de 75 îles rattaché à la Tanzanie toute proche dans les années 60. Une quinzaine d'îles seulement sont habitées. Zanzibar, un point de passage essentiel sur les routes maritimes. L'île principale s'appelle Unguja. Son nom a longtemps résonné comme celui d'un important et florissant comptoir de commerce. Un port où les boutres emblématiques appareillaient pour des destinations lointaines. Javed est photographe. C'est même le photographe de Zanzibar. Sa famille est venue d'Inde et s'est installée ici il y a plus d'un siècle. Depuis une quinzaine d'années qu'il capture toute la vie de l'archipel, Javed a accumulé plus de 50 000 photos. Pour diffuser son travail, Javed a créé sa propre maison d'édition et une librairie à Stone Town, la ville principale de l'île. Il édite en moyenne 3 livres de photos par an. Ces livres, consacrés à l'histoire et à la culture de son pays, sont traduits en plusieurs langues. Pour autant, ce qui peut apparaître comme une réussite est avant tout le résultat non pas d'un choix, mais d'une obligation. Les multiples refus essuyés sur les fruits de son travail l'ont obligé à prendre son destin en main. Quand j'ai fini mes études de photo en Angleterre, j'ai contacté tous les éditeurs en Europe. Et je leur ai dit, bon, j'ai fini mes études, je rentre à Zanzibar et je vais faire un livre sur mon île. Et tous m'ont répondu, non, désolé, il n'y a pas de marché, c'est trop petit. On édite des livres qui se vendent par dizaines de milliers d'exemplaires. Zanzibar, c'est pas notre marché. Alors je me suis dit, si personne ne me suit, ben je vais le faire moi-même. Javed a également lancé un magazine périodique sur la vie à Zanzibar. Témoin privilégié de la vie locale, il nous propose de l'accompagner dans son travail. Un programme pour le moins éclectique, mais passionnant à suivre. Ce matin-là, Javed a commencé par regarder en l'air. Il cherchait à photographier les premières couleurs de ce qui nous semblait être de simples bourgeons. Ça, c'est la grande production de notre île. Zanzibar a toujours dépendu du clou de girofle. Dans les années 60-70, c'était la principale ressource d'exportation. Mais aujourd'hui, le tourisme rapporte plus que le clou de girofle. À la pleine saison, les girofliers embaument toute l'île. Où que vous alliez, vous voyez, vous sentez les clous de girofle. Tous les villageois travaillent le clou de girofle. Le soir, ils les cueillent. Le lendemain, ils les étalent sur le sol pour les faire sécher pendant 4 à 5 jours.
Voici la fameuse noix muscade de Zanzibar. On fait de la poudre à partir de cette noix. Et quand il y a un mariage, pour la nuit de noces, on en donne à la mariée. Ça fait briller ses yeux. C'est ça le secret des mariages à Zanzibar. S'il n'y a pas de noix muscade, il n'y a pas de mariage à Zanzibar. Ça, c'est le parfum des noces de Zanzibar. Le nom de Zanzibar est bien sûr très lié au commerce des épices. Cardamome, poivre, muscade, cannelle, cumin, clous de girofle, toutes ces épices ont fait la réputation et la richesse de cette île. De multiples marchands se sont installés, apportant avec eux leur culture et leur tradition. Zanzibar, un mélange de couleurs, d'odeurs, mais aussi de races et de civilisation. Mais l'histoire de Zanzibar a également son aspect sombre. Pendant longtemps, la fortune de l'archipel s'est construite aussi avec le commerce des esclaves. Jusqu'à 50 000 êtres humains transitaient chaque année sur les quais de Stone Town. Ils étaient vendus avant de partir vers d'autres pays. Et malgré l'abolition de l'esclavage, le trafic a continué dans des lieux clandestins. Le marché des esclaves s'est poursuivi jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Cette femme est sans doute l'une des dernières survivantes de cette époque tragique. Biki Doudé a aujourd'hui 98 ou 105 ans. Elle-même ne sait pas exactement. Mais Biki Doudé n'est pas seulement la mémoire de temps révolus. C'est avant tout une voix. Une voix respectée, adulée même, à Zanzibar. Javed vient de terminer un livre sur elle. Comme tout artiste, elle dédicace de son nom, écrit en arabe. C'est le seul mot qu'elle sache écrire et qu'elle sache lire. Personne ne m'a appris à chanter. J'ai commencé à l'âge de 10 ans et je continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est dans les boutres arabes que j'ai appris à chanter. Si je chante encore? Bien sûr. Qu'est-ce que je vais manger si je chante pas? L'air du temps. Tu veux rire ou quoi? Ensuite, Javed nous a emmenés voir et surtout écouter un orchestre de femmes. Des femmes qui accèdent à la musique et qui jouent sous la direction d'un homme. Ça n'a l'air de rien, mais ici c'est un progrès considérable. Dans ce pays à la double influence arabe et africaine, l'espace de liberté des femmes n'est pas toujours favorisé. La création de cet ensemble de musique est une première que Javed ne voulait pas manquer. Vous savez, il y a tellement de gens qui n'autorisent pas leurs enfants, leurs filles, leurs femmes à faire de la musique avec des hommes. Peut-être qu'ils pourraient l'accepter s'il y avait des groupes faits uniquement de femmes. Alors je pense que ça va être intéressant, très intéressant de faire exister ce groupe de femmes. Elles sont très talentueuses. Ces femmes ont commencé à jouer il y a 2 mois et demi. 2 mois et demi. Pas 2 ans et demi. Personne ne peut croire ça.
À Zanzibar, c'est quelque chose de nouveau. Les gens commencent d'abord par se plaindre, pourquoi des femmes? Et puis, avec le temps, tout le monde finit par accepter. C'est ça la vie. Les sons de cette musique tarabe, aux multiples influences, résonnent encore dans nos têtes, et déjà Javed nous embarque vers un autre lieu. Destination Uzi Island. Une île un peu oubliée, où les habitants restent un peu craintifs à notre approche et préfèrent nous fuir dans un premier temps. La raison de la venue de Javed est simple. Il veut photographier la mangrove qui, après une période de régression, se développe à nouveau. Ces quelques jeunes pousses qu'il photographie, c'est tout le symbole d'une régénération. Ah, ça c'est joli. Ce petit bout de mangrove perdu, c'est une nouvelle vie qui commence. Juste là. C'est très intéressant. J'adore ça. Au détour d'un passage dans ce labyrinthe végétal, un habitant nous interpelle. Fazine, au départ, s'est institué lui-même conservateur de la mangrove. Mais il est aujourd'hui reconnu par les autorités. Il veille au bon développement de cet espace fragile et indispensable à l'équilibre des espèces. À Zanzibar, il y a 2 villages qui ont encore des grandes mangroves comme celle-ci. Ici à Uzi et à Chaka. Ici, on la protège et on empêche les gens de la couper. Mais pourquoi ils coupent ces arbres? Pourquoi faire? Ils l'utilisent pour faire du charbon de bois. Et ils l'utilisent aussi pour construire les maisons, pour la charpente. Donc, sur l'île d'Uzi, vous interdisez la coupe dans la mangrove. Si vous la coupez, on prévient la police. Et alors là, oui, on protège la mangrove. Parce que les gros poissons viennent ici pour pondre. Et les petits naissent. Si je comprends bien, tous les gros poissons viennent, les petits vont vivre ici et ils se développent avant de repartir. Et quand la mer est haute, ils s'en vont. Donc, si on coupe la mangrove, il n'y a plus de poissons. Sans poissons, il n'y a plus de pêcheurs et tout le monde a des problèmes. Tout ça, c'est la même essence? Tu dis qu'il y a 6 essences? Non, 5. Il y a 5 sortes d'espèces de mangroves. Ça, c'est la graine de cette mangrove. Donc, elle va se détacher comme ça, par elle-même. Elle le fait toute seule, par elle-même. Mais préserver la mangrove sans conserver des activités pour la population ne servirait à rien. Alors, pour que chacun puisse continuer à vivre, il faut tenter de développer différentes petites activités. Ça, c'est le projet du miel d'abeille, pour faire le miel. C'est un projet spécial pour les femmes du village. Après, il sera préparé et vendu. Combien il y a de ruches par ici? Il y a plus de 20 ruches en tout. Ça fera du très bon miel de fleurs de mangrove. Dans 3 ou 4 mois, il sera prêt et on pourra prendre le miel. De retour sur l'île principale d'Unguja, Javed, toujours en mouvement, nous conduit jusqu'au village de Nongui, le village des chantiers navals. C'est là que sont construits les fameux boutres qui ont fait la réputation maritime de Zanzibar. Ici, on les appelle les Dao. Aujourd'hui, Javed vient voir le bateau qu'il fait construire. Il compte ainsi pouvoir naviguer à travers tout l'archipel, aller dans les moindres recoins des îles et continuer à capter les lumières et les lieux qu'il affectionne tant.
Les gens de Nongui construisent des bateaux depuis des siècles. C'est un lieu réputé. Tous les maîtres artisans qui font des boutres vivent ici. La tradition se transmet de père en fils. C'est comme ça que les gens ont appris. Pour résumer, je pense que Nongui est la capitale mondiale du boutre. En tout cas, c'est la capitale des boutres de Zanzibar. Ça prend 3 mois pour faire un bateau et il faut beaucoup de monde. Quelque chose comme 7 ou 8 personnes qui travaillent en permanence. C'est un dur labeur, long, difficile. C'est un travail de passion. Sans aucun plan, avec la seule précision de l'œil et beaucoup de savoir-faire, ces hommes construisent des navires capables d'affronter les caprices de l'océan Indien et de relier entre elles les îles de l'archipel. Même si les temps ont changé, même si Zanzibar a perdu de son prestige et de sa renommée, Javed, lui, continue de regarder ces îles avec les yeux de la passion et continue de saisir, avec ses appareils, tout ce qui constitue les beautés naturelles et humaines de ces terres délaissées. Pascal est professeur d'histoire naturelle. Des animaux, partout des animaux. Aujourd'hui à la retraite, ce passionné de flore et de faune sait merveilleusement lire et décrypter la nature environnante. Actuellement, il effectue bénévolement des missions d'évaluation et d'observation pour les parcs nationaux de Tanzanie. Découvrir avec lui le parc du Tarangire, l'un des moins connus du pays, c'est un privilège. Agrémenté de son enthousiasme pour cet incroyable refuge de la vie sauvage, un endroit préservé de la planète. Avec Pascal, nous avons pu, à titre exceptionnel, sortir des pistes balisées pour mieux approcher la faune sauvage, sans pour autant y apporter le regard de cinéastes animaliers. Simplement sentir et observer avec lui les animaux, c'est un émerveillement quotidien. J'aime la nature, j'aime les animaux et tout cet environnement. J'ai grandi dans un village et tout jeune déjà, on allait à la chasse. Alors je connais bien les animaux sauvages, les oiseaux, les plantes et tout cet environnement naturel. Quand j'ai grandi, je me suis formé au métier de naturaliste et de spécialiste de la vie sauvage. C'est dans le parc du Tarangire que l'on trouve l'une des plus importantes concentrations d'éléphants au monde. Ils viennent là, attirés par une zone marécageuse et la rivière Tarangire, une source d'eau permanente qui a donné son nom au parc. Le marécage, le swamp, comme on l'appelle ici, n'attire pas que les éléphants. Une multitude d'espèces se partagent cet espace et d'importantes colonies d'oiseaux migrateurs y séjournent chaque année. Parmi toutes les espèces qui vivent ici, Pascal a un penchant tout particulier pour les éléphants. Il peut passer des heures à observer leur comportement et leurs déplacements. Vous savez, ils marchent en file indienne. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a les mères qui ouvrent la voie, puis les bébés au milieu, et puis d'autres éléphants derrière. C'est pour s'assurer que les bébés sont bien protégés. Là, ils vont chercher leur nourriture dans le marécage et ils vont boire aussi.
Les animaux sont en liberté et les hommes restent dans leur véhicule tout-terrain. Le danger est réel, ce n'est pas un simple zoo. Et il ne faut pas perturber le comportement des animaux. Leur trompe a énormément de fonctions. Pour respirer, pour boire, ils aspirent l'eau et ils la rejettent dans la bouche. Mais aussi pour sentir, pour se battre, pour l'accouplement, vous savez, les caresses. Ils utilisent la même trompe. Quand ils naissent, ils pèsent entre 100 et 120 kilos. Ils grandissent très vite quand ils sont jeunes. Puis quand ils ont 5 ou 6 ans, ils grandissent plus lentement. Après leur migration vers les différents points d'eau, les éléphants se regroupent en cellules familiales plus restreintes. Les petits font leur apprentissage et se servent de leur trompe comme le petit Dom se sert de son pouce. Les éléphants sont des animaux très protecteurs. Il vaut mieux écouter les conseils de Pascal et ne pas s'approcher trop près. Ça, c'est la colline du Tarangire. Fin d'une première journée de découverte privilégiée consacrée aux éléphants. Mais sur le chemin du retour, la nature semble vouloir nous offrir un dernier spectacle. Comme au premier jour, les animaux vivent encore ici, avec leurs propres règles, en totale harmonie. Le lendemain, Pascal a repéré les traces d'un troupeau de buffles. Tout à coup, c'est nous qui nous sentons observés. Les buffles font partie des Big Five. Pour les anglo-saxons, les Big Five, ce sont les 5 espèces d'animaux parmi les plus dangereuses de la faune africaine. Ce sont des animaux qui vivent en société, en grands troupeaux. Ils sont plutôt dangereux, ils ont tué beaucoup de chasseurs. Vous savez, les chasseurs pensaient que c'était comme des vaches, mais c'est pas du tout ça. Ils sont très cruels, surtout si vous approchez de leurs petits. Ces animaux ont tendance à se mettre en colère. Par exemple, s'ils ont été blessés par une balle et s'ils sont isolés. Alors là, ils se cachent et surtout, ne vous approchez pas d'eux. Vous savez, quand ils font la sieste l'après-midi ou qu'ils se reposent un peu, ils sont souvent isolés. Ne les dérangez pas. Si vous les dérangez, ils peuvent être très sauvages. Vous savez, ces animaux peuvent changer d'humeur. Un peu comme les femmes peuvent le faire aussi. La proximité de l'eau dans l'espace du Tarangire attire les animaux en très grand nombre. Et il arrive parfois qu'un félin, sur un arbre perché, guette sa proie avec nonchalance. Sans les yeux aguerris de Pascal, nous n'aurions certainement pas pu observer ce léopard caché dans les branchages. Il paraît presque timide, mais totalement aux aguets. Il a l'impression tout à coup que son territoire est envahi par des intrus.
J'aime ça, être dans la nature sauvage. C'est intéressant de voir ces animaux dans leur environnement naturel. Ils ont des comportements différents et plein d'activités différentes. Moi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction spirituelle. Un peu comme une renaissance, en quelque sorte. C'est pour ça que j'aime tellement ça. Ça me dérange pas d'être dans la brousse pendant 2 mois. Je suis simplement heureux. Dans le parc du Tarangire, un peu à l'écart des autres espèces, d'importants groupes de lions trouvent un vaste territoire de chasse, idéal et facile à exploiter. Il y a beaucoup de lions dans le Tarangire. Là, près de la rivière, ils viennent juste de tuer un zèbre. Ils adorent la viande de zèbre. Les femelles, elles sont rapides, efficaces, et elles chassent souvent en bande. Là, elles sont 6. Elles ont réussi à tuer un zèbre. Maintenant, elles sont en train de le manger. Regardez, regardez là-bas. Une chasse démarre sous nos yeux. Mais pour cette fois, c'est le zèbre qui sera le plus rapide. Ces animaux sont très sociables, mais dès qu'il s'agit d'avoir de bonnes manières à table, c'est une autre histoire. Même s'il y a plein de nourriture ici, ils se battent toujours pour manger. Et parfois, même s'il y a des petits, ils mangeront d'abord et les petits mangeront après. À l'heure du déjeuner des lions, des invités inattendus font irruption. Un véhicule avec une antenne râteau. Drôle d'outil pour venir voir les agapes des félins. Rapidement, les présentations sont faites. Il s'agit de scientifiques qui pistent et opèrent les comptages des différents groupes de lions. Oui, nous avons 6 balises radio. Elles nous aident à suivre les mouvements de population de lions et aussi à établir leur parcours. En tout, on estime que dans cette zone, il y a 400 à 500 lions sur l'écosystème du Tarangire et des environs. Leur nombre baisse actuellement à cause du conflit avec les humains, les bergers Maasai et les zones de chasse alentours. Ça en élimine une partie. D'autres également attendent leur pitance. Les vautours, les nettoyeurs du parc. Ça, ce sont des charognards. Ils sont là parce qu'ils ont vu les lionnes en train de manger. Ils restent là en attendant que les lionnes s'en aillent. Ensuite, ils vont se rapprocher et se nourrir avec les restes. Ces animaux sont très importants pour l'écosystème. Ils nettoient tout. Sans eux, il y aurait une odeur pestilentielle partout ici. Curieux de tout, connaissant ce territoire dans ses moindres recoins, Pascal a voulu également nous montrer un autre animal. Un animal que l'on peut parfois croiser, plus étrange, plus inattendu. Ça, c'est un des plus grands varans de la région. Il doit faire à peu près 2,50 m. Ils viennent ici parce qu'il y a assez de nourriture pour eux. Ils mangent des poissons-chats, il y en a plein dans le marécage. Il va essayer de grimper à l'arbre. Il va sûrement regarder s'il peut trouver des œufs d'oiseaux. Parce qu'il mange aussi des œufs.
Ici, on les appelle les girafes Maasai. Il y en a beaucoup dans le Tarangire. Elles se nourrissent avec des feuilles d'acacia. On dirait vraiment des animaux préhistoriques qui vivraient encore sur Terre aujourd'hui. Elles n'ont pas beaucoup de prédateurs grâce à leur vision perçante et à leur grande taille. Les lions sont les seuls à pouvoir les tuer. Ils attendent que les girafes boivent, elles penchent leur cou et là, c'est facile pour eux d'attaquer par surprise. Pour Pascal, la contemplation de ce temple d'une nature préservée ne s'arrête pas à la seule observation des animaux. Cela développe chez lui une autre part de réflexion. Je ne me lasse jamais de voir ces animaux. J'adore venir les voir. Ils sont intéressants, ils sont rafraîchissants, vraiment magnifiques à observer. Vous savez, à chaque fois que je viens ici, mon esprit se repose. J'accède à ce que vous pourriez appeler la paix de l'esprit. Ça rend la vie vraiment belle. Montagne blanche, montagne de la splendeur, maison de Dieu. Pour les peuples de la région du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique a plusieurs noms et plusieurs visages. Le mont Kibo, à près de 6000 mètres, est le plus élevé des 3 pics qui composent le Kilimandjaro. C'est à lui seul le symbole de tout le massif montagneux. Simon Mtui est un enfant de la tribu des Wachaga. Et cette montagne lui a tout apporté. Il avait 16 ans quand il est monté pour la première fois au sommet du Kilimandjaro, sa montagne. C'est une montagne magnifique. Elle est ma raison de vivre depuis plus de 20 ans que je l'escalade. Elle m'a appris à progresser dans la vie. Cette montagne, c'est un symbole pour tous les Wachaga. C'est un lieu secret. C'est la montagne de Dieu. La montagne peut même nous punir avec le froid. Dans nos croyances, en dehors de Dieu, rien n'existe là-haut. Pour les Wachaga, c'est un lieu habité par les esprits et leur dieu Rua, qui peut apporter la pluie et éloigner le mauvais temps. Lors des cérémonies funéraires, on inhume les morts face au mont Kibo. Mais pourtant, d'après leurs croyances, ce n'est pas le véritable berceau du peuple Wachaga. De l'autre côté de la montagne, vers le sud-sud-est, il y a une autre montagne appelée Kifunika. Pour les Wachaga, le Kifunika est la montagne des origines. On y va pour pratiquer notre culte. Sur cette montagne, il y a beaucoup de lieux où les Wachaga se rendent pour faire des sacrifices. Mais aujourd'hui, une question lancinante habite l'esprit de Simon et des Wachaga. L'avenir du mont Kibo et de son glacier. Les scientifiques pensent qu'il aura disparu dans les années 2020 à 2025.
Quand j'étais plus jeune, à l'âge de 16 ans, quand je suis monté la première fois au sommet de la montagne, les glaciers descendaient jusqu'à la moitié de la montagne. Ce glacier n'existe plus. Ça se voit. On peut voir des bouts par-ci par-là, mais il est presque parti. On a besoin d'expertise scientifique pour comprendre vraiment ce qui se passe sur cette montagne. Je me sens triste. Je me dis que j'aimerais que mon fils voie ça, que mes enfants viennent ici et voient ça, qu'ils voient ces incroyables glaciers. Quand je me souviens ce que j'ai vu dans le passé, je me sens mal à l'aise. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Simon, l'enfant du pays, est un passionné de course, plus précisément un marathonien de niveau professionnel. Il détient également le record authentifié en 2006 d'une montée et descente du Kilimandjaro en moins de 9 heures et 30 minutes. Chaque année, il participe à de nombreuses épreuves internationales, notamment dans différents États d'Amérique du Nord, où il se classe parmi les meilleurs pour les courses d'endurance. Pratiquement chaque jour, Simon s'entraîne dans les collines qui bordent le Kilimandjaro, à l'endroit même où il est né. Ce petit bout de femme avec son lourd fardeau sur la tête, c'est la mère de Simon, 68 ans. Comme tous les Wachaga, elle travaille quotidiennement à la ferme familiale où l'on pratique l'élevage. Et elle n'est pas particulièrement réceptive à l'activité sportive de son fils. T'es toujours en train de courir là-haut? Courir, courir. Elle dit que je cours trop. Moi, je lui dis que ça va, je trouve ça bien. Tu vas courir là-haut dans la montagne. Le Kifunika, c'est pas bon ça. Elle dit que c'est pas bon d'aller là-bas. Elle dit que le Kifunika, c'est le lieu des morts. C'est ici que Simon est né, dans cette case familiale, entouré de ses 9 frères et sœurs. Sa famille a toujours été très étonnée de le voir revenir de tous ses séjours aux États-Unis. Mais pour Simon, l'attrait de sa montagne est plus fort que tout. Je suis vraiment très heureux de vivre cette vie dans mon village. Tous les ans, je vais courir à l'étranger et puis je reviens ici. Ma mère était très contente quand je lui ai dit que j'allais aux États-Unis et que je rentrerai. J'y suis allé et je suis revenu. La première fois que j'ai essayé d'avoir un visa, c'était très compliqué parce que, par exemple, à l'ambassade américaine, ils vous posent cette question. Qu'est-ce qui va vous faire revenir chez vous? Je leur ai dit, ma famille. Ils ont dit, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je leur ai dit, c'est ma famille. Je reviens pour elle. Il y a des bonnes choses dans ce pays. Tout est possible ici. C'est beaucoup plus facile qu'aux États-Unis. Là-bas, tu travailles que pour payer les factures. Bien sûr, tu fais la même chose ici, mais la mentalité est différente. Un colosse de près de 2 mètres. À 85 ans, le père de Simon est en pleine santé et continue lui aussi à s'occuper de sa ferme. Mais sa vraie passion, c'est l'élevage de ces poulets à pattes courtes, comme il les appelle. Ils produisent, paraît-il, les meilleurs œufs du village.
C'est la vraie liberté. J'ai l'impression qu'il n'y a rien après ça. Mon cœur, mon corps, je me sens bien après la course. Je fais ça tous les jours après avoir travaillé toute la journée dans ma ferme. Je cours, je reviens. J'aime vraiment tout ça. Une des fiertés de Simon, c'est son jardin. Il cultive ses légumes de manière totalement biologique, sans engrais ni produits chimiques. Il utilise seulement son propre compost. Mon père ne savait ni lire ni écrire. Il nous a appris à cultiver le maïs, à cultiver le café, à travailler dur. Et moi, ça m'a aidé à aller de l'avant. C'est la tradition de père en fils. Moi, je voudrais que mon fils fasse la même chose. Comme tous les Wachaga, excellents agriculteurs, il produit du taro, des bananes, de la rhubarbe, quelques fleurs et son propre café, 600 à 800 kilos par an. Si je voulais faire une production plus commerciale, il faudrait que je mette des produits chimiques. Mais je ne le fais pas. Laissons la nature vivre par elle-même. Et ce n'est pas la moindre fierté de Simon, il cultive un véritable fruit exotique pour la région, des fraises, qu'il servira sur la table du gîte rural qu'il a créé et où il reçoit ses clients, essentiellement des Américains. Il y a une raison principale pour laquelle les clients viennent ici. Ils viennent pour découvrir la culture, pour parler avec les gens, pour voir les Wachaga. Pas seulement pour voir la montagne ou pour aller en safari, mais aussi pour découvrir notre mode de vie. Je suis sûr que quand les clients viennent ici, ils voient la richesse de notre pays. En se faisant connaître aux États-Unis par sa participation au marathon et aux courses d'endurance, Simon s'est créé un réseau de relations. C'est dans sa maison d'hôte qu'il reçoit ses clients, amateurs passionnés par l'ascension du Kilimandjaro. Je veux m'assurer que chacun est conscient de ce qu'il va traverser. L'ascension n'est pas une blague. Ce n'est pas une simple balade. C'est une montagne que vous allez escalader. Il faut que vous soyez très conscient de ce qui va se passer pour vous. Nous voulons que vous ayez une expérience complète, l'expérience que vous êtes venu chercher ici. J'ai entendu parler de Simon quand j'étais au sommet d'une montagne dans le Colorado. C'est quelqu'un qui connaissait Simon par les courses d'endurance qui m'a parlé de lui. Je l'ai retrouvé sur Internet. J'ai découvert il y a 3 ans que j'aimais vraiment escalader des montagnes. Et je suis pas trop mauvaise. Alors j'ai voulu venir ici et faire l'ascension du Kilimandjaro. Et aussi voir l'Afrique. Vous devez faire bien attention à boire régulièrement, à vous alimenter. Vous devez faire bien attention à dormir assez, à avoir assez chaud. En arrivant au campement ce soir, ils vont mesurer vos signes vitaux. Ils vont vérifier votre taux de saturation d'oxygène et ils vont vérifier votre rythme cardiaque. Il y a des endroits dans le monde que je voulais voir. La Patagonie en Amérique du Sud, le Machu Picchu au Pérou, mais ça a toujours fait partie de mes rêves. L'Afrique, le Kilimandjaro, et bien sûr tous les environs. Ce que nous voulons, c'est que vous accédiez à ce rêve, celui d'être sur le toit de l'Afrique, le plus haut pic de l'Afrique. Nous voulons que cette expérience reste en vous, que côte à côte, vous alliez chercher ce rêve. Pour moi, pour mon équipe, ce que nous espérons, c'est qu'au bout de ce voyage, votre rêve à vous se soit totalement réalisé. Is going to come true.
quête permanente d'idées nouvelles pour mieux faire connaître sa région, Simon développe aujourd'hui une activité d'écotourisme, le VTT autour du Kilimandjaro. Ses deux premiers clients, Peter et Tom, sont deux Américains qui travaillent pour des ONG locales. Le tour complet du massif montagneux, plus de 200 km, prendra environ une semaine de parcours parfois difficile. Mais l'idée de Simon, c'est également la découverte de la région, en contact direct avec la population, pour mieux s'imprégner de la culture et des traditions locales. Les pieds bien ancrés dans la terre, mais également homme de son temps, Simon, fils de paysan Wachaga, vit en permanence dans le moindre de ses déplacements avec le téléphone à la main, en liaison quotidienne avec l'entreprise qu'il a créée dans la ville de Moshi, à 40 km de la ferme. Plusieurs fois par semaine, ils se rendent au bureau dont la base est constituée de 3 containers recyclés. Assisté d'une secrétaire et d'un adjoint, il met en place les plannings de son organisation qui peut employer en période d'expédition sur le Kilimandjaro jusqu'à 30 personnes par jour avec les guides et les porteurs. Il aura fallu 4 jours à Simon et à ses coéquipiers pour passer à l'ouest du massif du Kilimandjaro. Dans cette partie du massif montagneux, moins peuplée et plus désertique qu'à l'est, les grands animaux peuvent se déplacer en migration. La plupart du temps, ils fuient la sécheresse des plateaux du Kenya, tout proche. Le parcours en VTT se fait ici entre le Kilimandjaro et le mont Meru, le 2e sommet le plus élevé d'Afrique. Aujourd'hui, avec les expéditions au sommet du Kilimandjaro et sa nouvelle formule en VTT, l'activité de Simon poursuit son développement de manière ascendante. Dans le respect de la nature environnante, avec ses convictions, Simon est un homme qui a su trouver sa place entre le pays de tradition dont il est issu et les nouveaux défis d'un monde qui évolue vite, très vite. Mais ce qui caractérise le mieux Simon, c'est peut-être l'attachement et le profond respect qu'il a pour sa montagne. Cette montagne ne nous apporte pas seulement le glacier, l'eau et un climat favorable. Aujourd'hui, nous bénéficions tous de cette montagne, et pas seulement les Wachaga. C'est un véritable trésor pour mon pays. Un trésor que plus de 30 000 personnes venues du monde entier tentent d'escalader chaque année. Pour Simon et les peuples de la région, la richesse de cette montagne, c'est également l'activité humaine qu'elle génère. Depuis sa première ascension comme porteur à l'âge de 16 ans, Simon a su concrétiser ses rêves. Il a pris en main son propre destin. Il est devenu, à sa manière, une forme de symbole d'une Afrique en marche, ouverte à la curiosité du monde.